Eh bien, chers amis, au nom de toute l'équipe du Forum in Cyber, soyez les bienvenus. Vous qui êtes présents dans cette salle et vous qui nous regardez par Internet interposé, vous êtes nombreux aujourd'hui et parce que le sujet, je pense, vous passionne. C'est notre dernier petit déjeuner in Cyber, le dernier avant le forum de Lille qui, comme je vous le rappelle, a lieu le 26, 27 et 28 mars prochain, un forum entièrement orienté sur les questions d'intelligence artificielle. Et donc, nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir un panel qui va nous parler de l'attaque pass attack management, et sujet qui peut paraître un peu complexe, un peu technique, comment détecter les voies d'accès des attaques qui vont toucher les secteurs les plus sensibles de notre entreprise, de notre administration. Moi, j'aime bien faire des rapprochements avec des maisons, avec des châteaux, pour comprendre un peu comment les choses se passent. Alors, je dis souvent, finalement, les cyberattaques, c'est une violation de la volonté du maître du système, une violation de la volonté du maître de maison. Et on retrouve finalement, dans la protection de la maison, tous les éléments qui nous permettent de durcir les portes d'entrée, de durcir les accès, et essayer de découvrir les 0D, c'est-à-dire en fait les souterrains qu'on ne connaît pas sous la maison. Et donc là aussi, avec le Pass Attack Management, on est avec notre château fort, on n'est pas dans les flux d'entrée, on est dans l'anticipation. Et ce qui va nous apporter vraiment un plus, c'est l'intelligence artificielle. Et je pense que nos amis avec Fabrice Debloc qui va animer cette séquence, vont être en mesure de nous expliquer davantage ce qu'est ce Pass Attack Management. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci mon général pour cette introduction et bienvenue pour ce petit déjeuner, l'attaque pass management au service d'une sécurité proactive. Vous l'avez dit, effectivement, l'attaque pass management consiste à identifier, évaluer et atténuer les risques posés par les voies d'attaque potentielles. Ces dernières représentent les séries d'étapes qu'un pirate pourrait suivre pour accéder au système et aux données de l'entreprise. Alors, pour débattre de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelkader Lamadi. Vous êtes cofondateur de CIBI. Bernard Montel, vous êtes IMEA Technical Director Security Strategist de Tenable, je l'ai dit en anglais. Et Cyril Vassan, vous êtes IMEA Business Development Manager chez Keysight. Et nous avons à distance Cédric Carteau, qui est RSSI et DPO au CHU de Nantes. Alors, on va commencer, Cédric, ici. Je vais commencer par poser quelques questions à nos invités et puis après, on viendra recueillir votre retour d'expérience du CHU de Nantes. Alors, Abdelkader Lamadi, donc je rappelle, vous êtes cofondateur de CIBI. Peut-être en un mot, votre poste et votre entreprise, en quelques mots de présentation. Je suis Abdelkader Lamadi, je suis cofondateur et associé de l'entreprise CIBI. Je suis également enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Mes travaux de recherche portent sur de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Alors, CIBI, c'est une start-up issue de l'ENERIA, Université de Lorraine, créée en mai 2022. Et on est spécialisé en développement de solutions de cybersécurité basées sur l'IA. Notamment, on a un produit qui s'appelle Scuba, qu'on parlera un tout peu pendant ce débat. Et je présenterai un peu plus d'éléments sur notre technologie qui est dédiée à l'attaque path management. Bernard Montel, même exercice pour Tenable. Allez-y. Oui, bonjour. Donc Bernard Montel, je suis en français directeur technique, ça sera plus simple, de Tenable au niveau de la plaque géographique EMEA, donc Europe étendue. Donc Tenable, on est pionnier dans la gestion de vulnérabilité. Hein. Je pense que tout le monde connaît le scanner Nessus qui a été créé à l'époque par un Français. Aujourd'hui, on a évolué vers ce qu'on appelle la gestion d'exposition cyber, au-delà des vulnérabilités traditionnelles autour de la gestion d'identité, puisque Alcide, à nouveau une société française qui nous avait rejoint, autour du cloud et également des systèmes industriels OT. Donc tout ça, c'est la gestion de l'exposition cyber, c'est l'extension et l'évolution naturelle des gestions de vulnérabilité.
Même exercice pour vous, Cyril? Oui, donc Cyril Vincent, Keysight, donc je suis en charge effectivement du business développement de solutions au niveau de l'Europe, au niveau des solutions de sécurité. Donc Keysight, tout le monde n'est pas familier avec le nom, donc en fait c'est une société qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires, qui est un spin-off d'HP, donc test et mesure. Et l'idée c'est qu'effectivement on aide nos clients à travailler sur les technologies du futur. Donc le quantum computing, tout ce qui est la 6G, tout ce qui est véhicules connectés. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir aider. Alors en fait, on aide depuis très longtemps les constructeurs dans leur lab. Donc des gens comme Palo Alto, Forti utilisent nos technologies en R&D en vue d'effectivement de valider les solutions avant de les mettre à disposition sur le marché. L'idée, c'est de les aider à injecter du flux légitime et illégitime en vue de benchmarker leurs outils et de faire les datasheets qui correspondent en fonction des besoins. Et là, l'idée, c'est de mettre à disposition ce type de technologie en production pour des clients, pour les accompagner dans le contrôle en continu de la qualité de leur sécurité. Alors, je vais rester avec vous, Cyril. On va essayer de définir ce que c'est que l'attack pass management. Vous lancez sur une définition? Alors, oui. Alors, elle sera complétée par les collègues. C'est bien votre micro. Oui, pardon. L'idée, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un attack pass management doit démarrer par un accès initial. Et donc, l'accès initial, Keysight aide les clients à pouvoir faire ce premier accès. Donc, on va travailler sur principalement 3 vecteurs d'attaque. L'email. Donc, l'email, c'est pas le phishing, c'est l'étape juste après le phishing, lorsque quelqu'un a cliqué sur un fichier malveillant et qu'il va se passer des opérations. On le fait également par le réseau et traditionnellement par le endpoint. Donc l'idée, effectivement, la chaîne d'attaque va se propager. Donc nous, on va aider les clients de façon automatique à trouver l'accès initial pour pouvoir en fait dérouler les étapes suivantes. Bernard, je vous laisse compléter. Oui, très bien, merci. Donc le chemin d'attaque, globalement, c'est se mettre à la place de l'attaquant, essayer de comprendre comment il va opérer, sachant qu'un attaquant n'a pas, comme quelqu'un qui défend, des départements, des outils tout à fait séparés. Il a une volonté tout simplement de trouver des failles, des vulnérabilités d'abord, qu'elles soient vulnérabilités traditionnelles ou humaines, des problèmes de configuration, et essayer de comprendre à partir, pour reprendre l'image de la maison, à partir de la première porte ou de la phase initiale, comment il va pouvoir cheminer pour aller jusqu'à la cible. Sachant qu'évidemment, il y a toutes les phases de reconnaissance auparavant. Là, on va les mettre en dehors de ce qu'on appelle vraiment le chemin d'attaque. C'est la combinaison, les combinaisons qui, à un moment donné, vont faire qu'il y a un alignement de planètes, plutôt de lune noire dans ces cas-là, de telle sorte que quelqu'un puisse, à partir d'une première vulnérabilité, cheminer jusqu'à la cible qu'il veut atteindre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un chemin d'attaque. On utilise également une autre terminologie technique, ce qu'on appelle les combinaisons toxiques, qui fait que A plus B plus C va permettre à un attaquant de tout simplement rentrer dans le système. Abdelkader. Alors, je pense que Bernard il a donné la bonne définition de schéma d'attaque. Juste pour compléter, donc je valide. Non, juste pour compléter, en fait, c'est comme l'a dit Bernard, c'est vraiment en fait une séquence de vulnérabilités exploitables par des attaquants. C'est ça, en fait, la définition de schéma d'attaque. Sachant, si on peut remonter un peu de l'histoire, en fait, on peut trouver des terminologies plus anciennes, ce qu'on appelle les graphes d'attaque. Ça existe, en fait, depuis longtemps. Donc, il y a plein de travaux qu'ils ont essayé de développer des techniques pour trouver, en fait, ou identifier ces graphes d'attaque de manière automatisée. On trouve également, en fait, plus récemment, on a pris cette notion de schéma d'attaque parce que, comme l'a dit Bernard, c'est comme ça, en fait, c'est le mode opératoire de l'attaquant. Donc, c'est une séquence de vulnérabilités exploitée par un attaquant pour atteindre une cible. Alors, il peut y avoir plusieurs, parce que c'est les vulnérabilités en elles-mêmes, on peut les combiner, en fait, de façon différente. L'attaquant, lui, il utilise une seule façon, mais il peut y avoir plusieurs variantes. Et juste pour peut-être ouvrir un peu la parenthèse par rapport, en fait, à notre technologie Scuba, c'est pour ça qu'on a utilisé, en fait, l'intelligence artificielle pour aller chercher, en fait, toutes ces combinaisons. Parce que l'attaquant, lui, il a utilisé une pour mener une attaque, mais il peut y avoir plusieurs. Et lorsqu'on veut être dans une démarche proactive, on va essayer de trouver, en fait, toutes ces combinaisons. Et comme ça donnera des moyens plus proactifs et de l'anticipation aux équipes de sécurité pour mieux se protéger.
Allez-y, oui. Oui, là, juste pour compléter, en fait, effectivement, sur les routes d'attaque, il faut distinguer différents types de routes. Donc, traditionnellement, on a de l'extérieur vers l'intérieur. On a de l'intérieur vers l'extérieur, on a le déplacement latéral, et on a en fait tout ce qui peut se passer dans les workloads qui sont dans le cloud, parce qu'une partie des applications sont parties dans le cloud. Donc l'idée, effectivement, c'est que ces chemins d'attaque peuvent arriver de partout et sont propagés sur l'ensemble de la chaîne. Donc ce qui est important, c'est effectivement de voir qu'il y a un accès initial, mais cet accès initial peut venir d'un petit peu partout, et c'est ça qu'il faut pouvoir regarder, effectivement, dans la combinatoire, avec les différents polymorphismes, des variants en fait que les attaquants peuvent utiliser. Alors donc on a bien compris qu'un des avantages de vos solutions, c'est justement de couvrir ces combinatoires qui sont forcément très larges, très vastes. Quels autres bénéfices on peut trouver quand on déploie une solution d'attaque pass management? Bernard? Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment avoir ce scope le plus large possible. Tu parlais juste avant de la partie cloud. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait une logique de chemin d'attaque plutôt de l'externe vers l'interne, classique. Et puis on s'est rendu compte, comme tu viens de l'expliquer parfaitement, c'est que on n'est plus dans une approche traditionnelle avec une surface externe et puis une base de données interne. Aujourd'hui, l'asset est partout, les assets sont partout. Si on reprend sur la partie cloud, l'intéressant, c'est d'avoir vraiment les liens qu'il y a entre ces différents objets et ces différentes assets. En fait, on ne peut pas déterminer un chemin d'attaque si on n'a pas auparavant la cartographie de l'ensemble des assets internes, externes, cloud, OT, puisque aussi ça fait partie du spectre qu'on couvre chez Tenable. Et c'est cette cartographie qui va permettre ce lien qu'il y a entre toutes ces assets, souvent passant d'ailleurs par l'identité. J'ai un compte qui me permet d'accéder à des services cloud, mais par héritage, en fait, j'ai peut-être une 50aine d'accès, mais j'en utilise 1 ou 2. Donc, ce mapping complet, cette cartographie complète en français, permet d'avoir ce lien entre toutes les différentes assets. À partir de ce moment-là, on a une capacité de pouvoir découvrir, cette fois-ci dans tous les sens. J'utiliserai un autre terme technique, parce que je pense qu'on est aussi dans un petit déjeuner technique. Il y a ce qu'on appelle le blast radius, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que j'ai une asset qui est disponible dans un chemin d'attaque, c'est pas parce que j'en ai un qu'à partir de là, je peux pas découvrir à partir de ce point, de cette asset particulière, à nouveau, qu'elle soit dans le cloud, qu'elle soit dans un système industriel ou dans un système traditionnel, vers quoi j'ai accès en termes de blast radius, c'est vraiment le terme utilisé, et d'exposition beaucoup plus large. Donc là, on a bien compris. Oui, allez-y, Abdelkader, vous voulez compléter. Là, l'avantage que vous mettez en avant, c'est la vue de 360, en fait. C'est ça. Oui. Tout à fait. Ouais. Pour compléter, au fait, par rapport aux avantages, à mon sens, il y a quand même un avantage énorme lorsqu'on fait faire de l'attaque path management, c'est la démarche proactive. Donc, on n'est plus au fait de la réaction. Donc, on va anticiper au fait les attaquants, leurs actions et ce qu'ils sont capables de faire sur un réseau, sur une infrastructure. Les solutions existantes qu'on déploie, en fait, c'est beaucoup de réactions, du EDR, du EDS, même des firewalls. C'est plus de la protection, de la réaction pour éviter, empêcher les attaques. Mais avec les solutions de l'attaque management, on rentre, en fait, dans un nouvel type de stratégie. On va anticiper les actions des attaquants. Donc, grâce aux outils développés chez nous, CB, ou, en fait, les solutions chez Tenable, on est capable, en fait, de faire cette découverte de ce schéma d'attaque. Donc, les équipes de sécurité, ils vont mieux anticiper. Ils savent, au fait, qu'est-ce qu'il faut corriger en priorité par rapport à ces schémas d'attaque. Les approches classiques, c'était très centré vulnérabilité. Je pense pendant, disons, 15 ans, peut-être 20 ans, voire plus, on faisait, au fait, de la correctif basée sur le score CVSS de vulnérabilité. Mais ce score, au fait, il est singulier. Il porte comme une vulnérabilité. Il est ça manque de contexte. On ne sait pas, en fait, l'attaquant, comment il va exploiter cette vulnérabilité. Également, en fait, il y a aussi un effet de bord ou un aléa de cette gestion de vulnérabilité singulière. C'est toutes les vulnérabilités avec des scores CVSS faibles sont abandonnées, sont laissées à côté. Et les attaquants, en fait, lui, il ne fonctionne pas de cette façon. Lui, en fait, il est capable d'utiliser des vulnérabilités avec des scores CVSS faibles pour faire une première pénétration, un premier accès. Après, en fait, il va chercher de vulnérabilités avec des scores plus élevés pour faire de l'escalade des privilèges, pour exécuter un code et atteindre une cible. Donc, même, en fait, c'est des vulnérabilités qui sont
laissé à côté parce que bon, il n'y a pas le temps. Les équipes de cybersécurité sont submergées. Il y a trop d'informations. Ils sont laissés à côté. Mais les attaquants, en fait, eux, ils ne raisonnent pas de cette façon. Ils ont un mode opératoire où ils vont chercher les séquences de vulnérabilité ou le schéma d'attaque qui va leur permettre, en fait, d'atteindre une cible. Et c'est ça, en fait, les gains importants qui apportent, au fait, la démarche, l'attaque path management. On est vraiment, en fait, dans la peau de l'attaquant. On devient les équipes de sécurité, en fait, ils ont la même vue, comme l'a dit Bernard. Donc, on voit, en fait, les vulnérabilités à travers les yeux de l'attaquant. Et de cette façon, en fait, on apporte une démarche plus proactive. Juste pour compléter et que vous ayez un petit peu le positionnement aussi de Keysight, la mécanique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on passe du detection and response à proactivité, automatisation. Donc, la mécanique, c'est de fournir des schémas d'attaque connus et que les clients, en click button, puissent reproduire une attaque telle que l'aurait fait un attaquant de façon, sans être une red team, sans être un pen tester. Mais vous répliquez les schémas d'attaque qu'un attaquant ou une red team pourrait faire. Et tout le monde ne peut pas s'offrir une red team et tout le monde ne peut pas faire des pen tests en continu. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la mise en place des systèmes de sécurité, nous, en anglais, ils appellent ça le drift. Donc, ça glisse. C'est-à-dire que dans le temps, entre le moment où vous avez instancié vos outils, le moment où vous avez l'expert qui l'a mis en place et le temps qui passe, et les vulnérabilités qui changent, ou votre environnement change, il est intéressant ou il est important de pouvoir s'auto-diagnostiquer le plus souvent possible. Alors encore tout à l'heure, on l'évoquait sur les vulnérabilités, c'était un premier niveau de maturité, il faut aller un petit peu plus loin et anticiper et être proactif. Donc, si on résume, on a une vue 360, on a une vue de l'attaquant, on a une approche proactive. Est-ce qu'il y a un gain de temps également? J'imagine que oui. Abdelkader, oui. Oui, on gagne des temps, oui, parce que lorsqu'on va, il y a quand même cette notion, en fait, des tests pen testing, il y a tout ce qui est identification de scénario d'attaque, il y a l'audit, en fait, et ça nécessite beaucoup de temps. Si on prend une équipe qui va faire une analyse de risque, donc ils vont identifier des scénarios d'attaque, et grâce au fait à ces outils de schéma d'attaque nouvelle génération, on est capable, au fait, de fournir une idée déjà bien précise des scénarios d'attaque qui vont réduire, au fait, les temps d'une analyse des risques et d'un audit. Alors, je peux vous donner un exemple. Nous, chez CB, vous faites l'un des clients, pour faire un audit, parfois, ils sont une petite entreprise, une petite infrastructure, et ils mettaient 2 jours, en fait, 2 journées de travail. Grâce à Scuba, en fait, une demi-journée. Donc, c'est quand même un gain important parce qu'au lieu de faire, en fait, les scénarios à la main, au lieu de tout identifier, aller chercher, au fait, à chiner certaines vulnérabilités pour voir comment un attaquant il est capable de les exploiter pour mener l'attaque, grâce au fait à notre solution, il y a déjà des schémas d'attaque toutes prêtes. Il va cibler certains éléments critiques de l'infrastructure en discutant avec son client. Et à partir de ça, en fait, il était capable de rédiger son rapport en une demi-journée. Donc, il y a quand même un gain très important, surtout dans cette phase d'audit, d'analyse des risques, en fait, qui est proactif. Bernard, une réaction? Oui. Moi, je reviens sur la notion de proactivité. Je ne l'ai pas expliqué, mais grosso modo, chez Tenable, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme pour agréger toutes ces sources de données. Les sources de données, à nouveau, traditionnelles, vulnérabilité, les sources de données liées à la partie Active Directory, identité, cloud et OT. À partir du moment où on a toutes les données dans un point unique, central, eh bien, on fait cette corrélation. Alors, vous allez me dire, attendez là, vous parlez de SIEM, vous parlez de SOC. Non. C'est sur des données de vulnérabilité et d'exposition. Ce qui est un complémentaire dans nos approches, c'est que vous avez parlé de simulation. Nous, on ne fait pas de simulation, donc c'est pour ça que ça peut être complémentaire. On travaille vraiment sur la donnée qu'on collecte, de données réelles d'état des systèmes. Quand je dis d'état, c'est pour opposer à la partie événement dans un SIEM. Mais ça commence à se rapprocher. Pourquoi? Parce que dans la plateforme qu'on a créée, qui s'appelle Tenable One, on a agrégé toutes les sources d'informations. Et l'important, c'est pas d'avoir un outil graphique, l'important, c'est la donnée, c'est l'information. Donc, la plateforme, c'est un data lake qui va avoir normalisé, agrégé et surtout mis un score qui lui-même est normalisé dans un point central. Alors, pourquoi est-ce que, pour reprendre ce que tu viens de dire sur la partie proactivité, c'est très important, c'est que du coup, on va pouvoir aussi aider l'équipe de détection. Parce que de manière proactive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de l'information en avance. On va essayer de mettre en exergue des chemins d'attaque. Ces chemins d'attaque, souvent, il peut y avoir des règles de corrélation qui existent par ailleurs. Si on se rend compte qu'elles n'existent pas, bien clairement, on va essayer de les créer. Et on va essayer comme ça, de manière
très proactive de remonter des éléments avant même qu'ils soient exploités, c'est l'objectif. Juste pour compléter et par rapport, effectivement, pourquoi on travaille en mode simulation? En fait, l'idée, c'est de rendre le côté dynamique. Parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est potentiellement vulnérable. Donc, on pourrait l'exploiter, mais le risque, il est peut-être pas si important que ça. Là, on parlait des scores et donc, c'est toujours compliqué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir démontrer. Et en fait, on va donner 2 métriques au client. La première, c'est qu'est-ce qu'il est en capacité de bloquer. Donc, bah, s'il bloque, fin de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il est en capacité de détecter. Et l'idée, bien souvent, quand on fait des simulations, quand les clients ont un niveau de maturité un petit peu avancé, ils ont des SOC, et c'est de faire sonner le SOC. Et l'idée, c'est de pouvoir attaquer et de pouvoir s'apercevoir que le SOC sonne pas. Donc les gens ne sont pas en capacité de voir des signaux faibles ou des signaux importants. Et donc typiquement, on parlait du SIEM. Bah, tout le monde sait que c'est pas si évident que ça de mettre en place un SIEM, la corrélation de log, la façon de normaliser et de mettre les règles de gestion derrière. Donc on peut avoir le parfait bastion de sécurité de la maison en disant j'ai mis ensemble l'ensemble des dispositifs de sécurité. Par contre, ça peut être poreux. Et donc l'idée, c'est de dire j'utilise des techniques d'attaque, je vérifie en dynamique si je peux ou pas exploiter ces attaques, mais je le fais de façon active, telle que le ferait un attaquant, en vue d'aider les équipes à la fois à améliorer les règles de détection et à s'assurer qu'on bloque bien ce qu'on bloque. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'éditeur sur sa datasheet, il va bien bloquer. Par contre, l'instanciation des outils chez un client, c'est pas la même chose. Parce que vous pouvez bien les instancier jour 1. Par contre, dans le temps, ça peut ne plus être aussi efficace. Merci messieurs pour ces premiers mots de présentation et de compréhension. On va passer la parole à notre RSSI. Je n'ai plus. Cédric, est-ce que vous nous entendez à nouveau? Je vous entends très bien. Parfait. Alors, je vous laisse vous présenter, Cédric, et puis on va recueillir votre retour d'expérience. Alors, Cédric Artaud, je suis le RSSI et le DPO, alors à la fois du CHU de Nantes, qui est le 7e plus gros CHU de France, et de tout le groupement hospitalier de territoire du département 44. Donc, ça comprend 13 hôpitaux, dans tout le département 44, les 13 hôpitaux publics. Alors, moi, je suis plutôt en maîtrise d'ouvrage. Je suis pas tant dans la technique, même si j'ai toujours un pied dans la technique. Et en fait, quand j'entends attack pass management, moi, je pense surtout au point d'entrée utilisable par un attaquant pour pénétrer un système. Alors, puisque vous filez la métaphore du château fort, pendant que vous étiez en train de discuter entre vous, je me suis permis de faire une petite recherche rapide sur Internet et j'ai regardé quelles étaient les statistiques d'entrée des cambrioleurs dans les maisons. Et les 2 tiers des cambrioleurs passent par la porte d'entrée. Et je pense qu'on devrait pouvoir arriver à trouver des statistiques à peu près équivalentes pour les attaquants qui passent tout simplement par un compte utilisateur qui est mal verrouillé, un mot de passe fournisseur qui n'est pas déprovisionné. On n'a pas besoin d'aller chercher les trucs extrêmement compliqués pour rentrer dans un système. Il suffit de voir sur les 12 ou 18 derniers mois l'essentiel des attaques qui ont été perpétrées sur les entreprises publiques ou privées. Dans une bonne partie des cas, alors je n'ai pas les statistiques en tête, mais je pense qu'on doit dépasser la moitié des cas, c'est tout simplement une attaque par la supply chain, c'est-à-dire un compte fournisseur, un compte d'accès VPN fournisseur, qui soit n'a pas été déprovisionné, soit dont le mot de passe lui-même a fuité sur Internet, et pour lequel le canal VPN était ouvert 24 heures sur 24 par l'entreprise qui était en relation avec ce fournisseur. Alors franchement, aller chercher des produits qui combinent de l'IA et des dernières technologies juste pour se rendre compte qu'il faut juste laisser ces VPN fournisseurs fermés et les ouvrir à la demande, si vous voulez, je trouve quand même que c'est un peu chercher la grosse Bertha pour tuer la fourmi. Donc pour moi, l'attaque pass management, c'est d'abord tout simplement avoir du MFA sur ses comptes utilisateurs, avoir des comptes VPN fermés et ouverts uniquement sur demande avec un système d'authentification à double ou triple facteur. Et déjà, ça sera déjà hyper bien si tout le monde faisait ça. Alors du coup, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez que vous étiez en train de sécuriser les accès à votre SI. Donc comment vous y prenez-vous? Eh bien, aujourd'hui, alors, vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit il est essentiel de faire du pen test ou du scan de surface périmétrique sur les sites web, les applications publiées sur Internet qui sont mal protégées. Tout à l'heure, quelqu'un faisait référence à des CVSS. C'était clairement ce qui effrayait tout le monde. Bon. Il y a eu tellement de composants de sécurité qui ont été rajoutés, des reverse proxy, des filtres applicatifs de niveau 7, et j'en passe, c'est les meilleurs, qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la principale voie d'attaque qui est utilisée. Alors,
Il y a quand même des CVSS qui sont quand même assez croustillantes. Hein. Pas plus tard que mercredi ou jeudi dernier, je crois, on a quand même une CVSS de niveau 9,6 sur l'échelle de Richter qui en compte 10 et qui touchait un fabricant de firewall pour lequel le module VPN SSL était accessible sans login ni password de la part de la planète entière. Bon, il faut quand même continuer à faire un petit peu de veille là-dessus quand même. Vous conviendrez, messieurs, que le plus bel outil d'analyse d'attaque de pass management, il ne me sert pas grand-chose dans cette histoire-là. Si on peut accéder à un module VPN SSL sans login, sans password, le truc urgentissime, c'est d'abord de couper, après de patcher et après de réouvrir. Voilà, ça y est, j'ai mon attaque pass management tout seul fait dans ma petite tête. Donc, premièrement, les canaux d'entrée, c'est toujours les mêmes. C'est les pièces jointes dans la messagerie, les comptes VPN fournisseurs mal gérés, mal déprovisionnés ou pas assez sécurisés, et les accès essentiellement de télétravail, ça a été une conséquence négative du Covid, par des utilisateurs qui ne sont pas en double authentification. Si déjà toutes les entreprises de France et de Navarre sécurisaient ces 3 vecteurs d'entrée d'attaque, eh bien, c'est comme si tout le monde avait mis une serrure 3 points et une porte blindée à son appartement. Déjà, on éviterait l'essentiel des attaques que l'on peut voir sur le terrain. Donc, on commence par ça, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Alors, messieurs, une réaction peut-être? Alors moi, j'ajouterais en plus, parce que je suis d'accord, hein, évidemment, avec ce qui a été dit sur le fait que la plupart des attaques restent quand même sur des choses essentielles qui ne sont pas forcément faites. C'est ce qu'on appelle l'hygiène cyber. Sur le MFA, entièrement d'accord. Hein, sur les comptes à privilèges également. Restent aussi les vulnérabilités qui sont exploitées alors là, chez nous, chez Tenable, on a aussi des stats qui sont que 80% à peu près des attaques utilisent des vulnérabilités connues, alors même s'il y a des 0D. Néanmoins, il faut aussi quand même prendre en compte d'autres éléments qui ne sont pas que les éléments périmétriques. Je rajouterai les comptes à privilèges. C'est pas forcément évident de mettre forcément du MFA dessus. Et je reviendrai sur la complexité aujourd'hui qui est un peu nouvelle, qui certes peut avoir une réplication des bonnes pratiques, évidemment, traditionnelles et classiques, mais sur le cloud. Et là, on a une nouvelle complexité. Parce que typiquement, des comptes à privilèges ou des comptes applicatifs sur du multi-cloud, AWS, Azure, GCP ou autres, commencent à rentrer dans une partie assez particulière d'IAM qui commence à donner la complexité. Je pense que sur la partie chemin d'attaque, il ne faut pas surestimer non plus la couverture. Ou sans chemin d'attaque, je ne peux rien faire. Je pense que sans chemin d'attaque, on peut faire déjà des choses. Néanmoins, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Ça apporte une cartographie qu'on n'avait pas forcément, de flux qui ne sont pas que des flux entrants depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et ce mapping dont je parlais tout à l'heure, qui permet en fait de découvrir des blast radius, par exemple, à partir d'un compte à privilège. Les 2 plus grosses attaques l'année dernière, c'est MOVEit, une vulnérabilité 0D qui a été exploitée en 3 jours, mais qui ensuite a eu ce que j'appelle une traînée qui, pendant 6 mois, a ciblé à peu près 1000 organisations, alors que le patch existait une semaine après la sortie du patch. Hygiène cyber, pour revenir sur ce que disait notre RSSI Cédric, pardon. Deuxième élément, par contre, problème de configuration sur Elasticsearch. La plus grosse brèche de données, c'est Darkbeam l'année dernière, 3,8 millions d'enregistrements, d'ailleurs de comptes avec des utilisateurs et de mots de passe. Tout ça, c'est un arbre qui cache la forêt. L'important, c'est l'hygiène cyber. En même temps, ces nouveaux outils complètent ne remplace pas, évidemment, les bonnes pratiques qui doivent être mises en place sur les éléments principaux sur 80% des attaques. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Abdelkader? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit M. Carto par rapport à cette hygiène cyber, au fait, que c'est super important. En tout cas, sans ça, forcément, on va laisser la porte ouverte à tout. Hein. Donc après, c'est plus, ça devient facile pour l'attaquant. Donc si on a de comptes qui sont mal configurés, des mots de passe, des qualités faibles, tout ce qui, bon, ça peut arriver dans une entreprise ou une autre. Mais pour moi, il y a quand même en fait un élément qu'il ne faut pas négliger. Toutes ces bonnes pratiques au fait de hygiène cyber, on l'a acquise parce qu'il y a eu des attaques connues. C'est-à-dire des choses au fait qui étaient faites par des attaquants qui nous ont informé que l'attaquant exploite telle ou telle faille, telle vulnérabilité de compte de faible qualité, de mots de passe quelconques, je ne sais pas, en fait, tous les aspects assez basiques, classiques au fait au niveau périmétrique. Mais
on n'a pas encore une idée au fait sur l'inconnu. Qu'est-ce que les attaquants vont exploiter au fait plus tard pour nous attaquer. Donc je vais mettre toutes les barrières par rapport au connu, mais actuellement on n'a pas de connaissance au fait sur les barrières qu'il faut mettre en place par rapport à des attaques inconnues, des zero day. Et c'est là au fait l'apport de l'attaque path management et l'intelligence artificielle. Si là on est capable au fait d'imaginer de nouveaux scénarios d'attaque, de nouveaux schémas d'attaque qui sont exploitables par les attaquants, avec des méthodologies, des points d'entrée ou des points d'entrée différents de ce qu'il existe actuellement, de ce qu'on a colmaté, les brèches en fait, qu'on a colmatées. Et c'est ça qui devient intéressant en fait. Je pense que l'intelligence artificielle et l'attaque path management nouvelle génération, c'est qu'elle va apporter ces 7 nouveaux schémas d'attaque qui vont peut-être exploiter par des attaquants soit dans le futur ou proche ou lointain, mais quand même, au fait, c'est de nouvelles techniques. On n'a pas juste limité, au fait, à ce qui est connu. Donc, si on va faire ça, au fait, on va toujours rester dans la réaction. Voilà. Il y a une attaque, il y a quelqu'un qui l'a subi. Bon, on a appris comment, au fait, les attaquants ont fait. Tous les autres, au fait, ils vont corriger, patcher par rapport à ce point d'entrée qui était réalisé par l'attaquant dans un cas quelconque. Mais là, au fait, avec cette nouvelle génération de solutions, on est dans une démarche proactive. Donc, on va corriger en amont, on évite au fait une nouvelle point d'entrée qui seront exploités par l'attaquant. Et ça, au fait, ça devient plus intéressant. On a des meilleures protections. Cyril, une réaction Oui, aussi oui, ce qui a été dit par Cédric? Oui, alors et pour compléter, donc effectivement, la règle de tout, c'est de ne pas laisser les passwords circuler, etc. Mais néanmoins, il faut être en capacité à un moment de comprendre le chemin d'attaque. Et qu'est-ce qui se passe traditionnellement? C'est qu'une fois que, donc on parlait des chemins d'attaque, donc souvent ça commence par l'email. Et dans l'email, lorsque une personne clique, on va dire l'élément malveillant, il n'est pas entièrement actif. Donc ça veut dire que sa première mission, c'est d'essayer de mettre en place un système de command and control. Et donc il va utiliser des techniques d'offuscation, de chiffrement, pour aller récupérer des fichiers complémentaires en vue de faire des escalations de privilèges, en vue d'attraper l'Active Directory. Donc il y a un ensemble d'étapes. Et l'idée, c'est de pouvoir être en capacité sur cet ensemble de chaînes. Donc, par exemple, si un logbit commence à se mettre en route, à un moment, vous pouvez l'intercepter ou le couper dans sa chaîne de communication parce que les indices, les IOC qu'il utilise, vous les connaissez, et un des éléments des IOC l'empêchera de faire un command and control. Donc, il aura fait 2/3 de l'attaque, mais il ne pourra pas aller plus loin pour se déployer dans l'organisation. Donc, c'est quand même important de pouvoir comprendre que dans la chaîne de compromission, il y a un ensemble d'étapes et votre capacité à bloquer ou à détecter une partie permettra qu'il n'y ait pas la propagation de l'événement. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, un déplacement latéral, il va pouvoir le faire ou pas le faire. S'il ne peut plus parler à son serveur qui lui donne le fichier supplémentaire via un loader, eh ben, il pourra pas le faire, il ne pourra pas aller plus loin. Donc, il faut bien comprendre. Et tout ça, en fait, c'est richement documenté, donc ce qu'on appelle les kill chains ou plus vulgairement le Mitra Attack Framework. Donc, les tactiques et les techniques sont à la fois pour vous défendre et pour les attaquants. Donc, ça veut dire que tous les hackers, c'est mis à disposition. Donc, toutes les sociétés, donc typiquement, je pense que tout le monde est au courant, il y a 20 000 nouvelles vulnérabilités par an. On n'est plus en capacité de pouvoir tout gérer. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il va falloir essayer de contrôler. Et en gros, on réduit la surface d'attaque. Donc, effectivement, le meilleur moyen de réduire la surface d'attaque, c'est pas de laisser les passwords circuler, c'est de mettre la double authentification. Mais une fois que ça s'est passé, comment on fait? On va redonner la parole à Cédric. Bernard, vous vouliez réagir? Oui, juste pour répondre à ça et pour essayer aussi de vraiment lier les deux retours d'expérience. La plupart du temps, chez Tenable, on nous demande de répondre comment pouvez-vous nous aider à donner les bonnes priorités par rapport si je reprends juste les vulnérabilités, sans mettre forcément la partie identité, cloud et autres. Les chemins d'attaque vont être tout simplement l'évolution de ça. C'est j'ai des vulnérabilités, je dois gérer les priorités. On le fait par les risques, par rapport au fait qu'on a un périmètre métier risqué par rapport à un autre périmètre qui l'est moins. On ne le fait pas que sur la partie CVSS, parce que si on le faisait que là-dessus, on ne pourrait pas le faire. Parce qu'on a même plus que 20 000, on a en moyenne 25 000. Voilà, donc 25 000, nous on voit à peu près 24% d'augmentation du nombre de vulnérabilités par an. Je ne suis pas sûr que les équipes opérationnelles augmentent de 24% chaque année pour gérer les priorités. C'est là où c'est ça qu'apportent les outils. Les outils permettent de dire comment pouvez-vous nous aider, parce que je n'ai pas 25% de people en plus chaque année pour gérer ces priorités-là. Eh bien, comment on le fait? On dit, à partir de cette sévérité, là, il y a un niveau de risque, et à partir de ce niveau de risque, voici, à partir de cette asset particulière,
qu'est-ce que je peux atteindre comme autre asset. Pour revenir sur des choses extrêmement simples, c'est ça qu'apporte le chemin d'attaque, rien de plus. C'est de dire, à partir de ce point-là, A, je vais vers le point B. Du coup, ici, j'ai 20 000 vulnérabilités à gérer, je vais m'occuper des 15 premières, pas uniquement sur leur score CVSS, mais sur leur capacité qu'elles ont d'amener de ce point A vers ce point B. C'est tout. Voilà, pour faire simple, en fait, ces outils apportent une capacité supplémentaire à aider à prendre des décisions en termes de priorité, de gestion de vulnérabilité, entre autres. Cédric, cette priorisation, cette aide à la décision, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux approches en général dans la cyber. Il y a l'approche qui consiste à dire qu'on va pallier effectivement à cette augmentation de vulnérabilité qui est exponentielle et contre lequel aucune équipe cyber au monde ne peut suivre. On va pallier à ça par de la technologie, de l'outillage. Et puis, il y a une autre approche qui consiste à dire qu'on va faire back to basic. Et pendant que vous étiez en train d'échanger entre vous, j'ai un avantage par rapport à vous, c'est que je suis devant mon clavier. Donc, je peux faire des petites recherches en même temps. Et je suis allé relire les 42 mesures d'hygiène de sécurité de l'ANSSI. Et c'est bien, oui, il faut avoir deux bouquins sur sa table. Il faut avoir le petit livre rouge de Mao pour ceux qui votent à gauche, et il faut avoir les 42 mesures d'hygiène de sécurité de l'ANSSI pour ceux qui, comme moi, font de la cyber. Celui des interlocuteurs, je ne sais plus lequel, qui parlait, ça aide à cartographier le réseau. Page 8 des 42 mesures d'hygiène de sécurité de l'ANSSI, il faut avoir cartographié son réseau. Il faut quand même se demander pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher un outil tiers pour se rendre compte qu'on a des actifs critiques au fin fond de son SI. Donc ça, déjà, fondamentalement, il y a un problème de management de la DSI, si jamais on se rend compte de ça. Et moi, je privilégie plutôt le retour au basique. La pièce jointe dans la messagerie sur laquelle un utilisateur clique, section 3 de la mesure des 42 mesures de sécurité de l'hygiène de l'ANSSI. Ça s'appelle sensibiliser ses collaborateurs. C'est complètement anormal qu'en 2024, vous ayez quelqu'un qui continue à cliquer sur un lien d'un mail qui lui explique que son compte bancaire est à découvert et qu'il faut qu'il clique dessus sinon il va se retrouver en interdit bancaire. C'est complètement anormal qu'en 2024, on ait encore des utilisateurs qui se fassent piéger en cliquant sur un lien parce qu'un faux mail leur explique que leur boîte aux lettres arrive à saturation. Et c'est encore plus anormal que ce genre de message passe au travers des systèmes de messagerie. Donc moi, mon approche, c'est back to basic. Hein. Avant d'aller chercher les outils du 23e siècle, qu'on commence déjà par faire les basiques. Ce qu'on ne fait pas. Hein. Tout à l'heure, il y a un des trois interlocuteurs qui parlait d'attaque de l'AD. Je ne sais pas si les personnes dans la pièce ont eu l'occasion de lancer un ping castle sur les AD de leurs clients ou le leur. Mais chaque fois que je lance un ping castle sur un AD d'une entité tierce, je retrouve, passez-moi l'expression, les écuries d'Augias. Donc, quand on n'est même pas capable de maîtriser ses comptes admin de domaine, il ne faut pas se plaindre que les attaquants passent par là, quoi. Allez-y, Abdelkader, oui. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ces problèmes de GN cyber, en fait, sont très importants. On ne peut pas les négliger. Mais à mon sens, il y a toujours, en fait, en tout cas, l'erreur, elle est humaine. Qu'on soit au 23e, 20e, 29e siècle, ou même au 25e, on aura des humains devant des ordinateurs qui vont continuer à cliquer, en fait, sur des mails qu'ils vont recevoir. Donc, à moins qu'on lève les humains devant les PC, je ne vois pas comment, en fait, on va éviter ça. Mais lorsqu'on est responsable, au fait, cyber, on doit vivre avec ça. On doit cohabiter avec ces genres de situations. On a besoin, en fait, des outils qui vont nous indiquer lorsqu'un utilisateur, en fait, par erreur humaine ou par malintention, ou je ne sais pas, en fait, dans quelles circonstances, il a cliqué sur un mail, il a un phishing, il y a en fait un exécutable qui s'est installé. L'attaquant, en fait, ou cet exécutable, qu'est-ce qu'il est capable de faire sur mon système? Où il peut aller? Je pense que Bernard, elle a dit, au fait, je suis sur le point A, quel est, au fait, les points B qu'il est capable, d'atteindre? Il a, au fait, estimé mon risque. Bon, tant pis, il a cliqué, il avait, au fait, un malware qui s'exécutait, mais en fait, le malware, il ne va pas arrêter ma chaîne de production. Là, je suis tranquille. Mais en fait, si à partir de cette action utilisateur, en fait, j'ai tout le CHU au fait, de Nantes au fait, qui est en arrêt, là, il y a un gros souci. Et c'est ça, en fait, les outils d'Attack Path Management qui vont apporter de l'aide. C'est de l'aide à la décision, en fait. On imagine un scénario,
Un utilisateur, un opérateur, on ne peut pas l'empêcher. Vous faites cliquer sur un mail par malgarde. Il a cliqué. On ne peut pas non plus. On ne va pas lui faire un procès. Hein. Évidemment, voilà, il a cliqué, il a une erreur. Mais lorsque je suis responsable de cybersécurité, je dois être capable au fait d'estimer cette action de cet utilisateur où au fait il peut mener un attaquant dans mon système. Et ça, c'est très important pour moi. Ouais. Cyril? Oui, juste donc effectivement, les commentaires sont pertinents. Après, il ne faut pas sous-estimer la surface d'attaque. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait effectivement, on a à la fois son data center, on a ses utilisateurs qui sont un petit peu partout en France et ou dans le monde, et on a des workloads dans le cloud et qui, à cause ou grâce au métier, sont dans différentes technologies. Donc, il est quand même important d'avoir une vision globale de son exposition globale. Et le Gartner a communiqué sur les priorités 2024 qu'il va falloir mettre en place du monitoring continu, un petit peu à l'image d'un service level management. Donc, ça gêne personne de dire j'ai un SLA sur la disponibilité de mon application. Bah, demain, vous aurez un SLA de la sécurité et il faudra s'auditer régulièrement par tous les voies d'accès que j'ai évoquées tout à l'heure, donc l'email, le network et le endpoint, pour effectivement s'assurer que au cas où quelqu'un fasse quelque chose, qu'il y ait une maladresse, quelle qu'elle soit, je sois réellement protégé des conséquences que ça peut occasionner. Et le Gartner, il est même prudent. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne pourra réduire cette partie-là que de 2/3. Donc, le risque sera toujours là. Donc, on achète des outils ou on met en place des outils de sécurité. C'est à la fois pour pouvoir, je dirais, se protéger, mais aussi éviter quelque chose qui se passe, parce que c'est difficile d'être compétent à la fois sur des technologies on-prem et sur des technologies cloud, quelles qu'elles soient, et ça évolue très, très rapidement. Et tous les matins, il y a des nouvelles IOC, donc des indices de compromission qui sont communiqués, des nouveaux domaines, des nouveaux H, et il faut pouvoir effectivement être un petit peu proactif vis-à-vis de tout ça. L'idée, c'est pas de tout contrôler, parce qu'on ne pourra jamais tout contrôler. C'est un peu comme le test applicatif avant de mettre en production. Par contre, avoir de l'hygiène de contrôle, ça me semble maintenant nécessaire. Bernard? Non, je suis ravi que Cédric Carto ait parlé d'Active Directory, parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle Tenable a racheté il y a 2 ans Alcide, qui avait d'ailleurs été créé par 2 anciens de l'ANSSI. Sans ce module-là aujourd'hui, qui est l'équivalent de Ping Castle, mais en temps réel, on n'aurait pas l'information nécessaire pour comprendre l'accès aux assets. Et je crois que même si on patch tout, et que derrière, on a laissé des comptes à privilèges ou des comptes de service qui sont mal paramétrés, à chaque fois que vous rajoutez une nouvelle application sur un Active Directory, potentiellement, vous créez en fait un problème de configuration sur l'AD. Ça, nous, on l'a bien compris, et d'ailleurs, le créateur d'Alcide est toujours dans notre responsable d'ingénierie. C'est quelqu'un qui vient de l'ANSSI, donc juste pour relier un petit peu la remarque qui a été faite. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que lorsqu'on envoie en fait ou qu'on utilise un outil équivalent à Tenable AD pour aller regarder de manière temporaire ou de temps en temps lorsqu'on fait un audit, ben on fait des bons, hein, pareil. Hein. C'est pour ça que nous, on le considère et on le préconise en permanence plutôt que de le faire une fois tous les 6 mois. C'est un élément essentiel d'alimentation de données des chemins d'attaque. Sans la partie identité, sans la partie AD, ou maintenant la partie Azure AD, enfin Intra-ID, on a la moitié en fait. Mais toujours parler de moitié, en toute humilité, je pense que quel que soit le fournisseur, on fait la moitié du chemin. Sans faire de mauvais jeu de mots par rapport au chemin d'attaque, nous, on apporte des outils. Ces outils, s'ils ne sont pas utilisés par des personnes, ils servent à rien et vice-versa. Donc, on considère peut-être que l'IA nous apporte un peu plus que 50% aujourd'hui, 60-70%, mais pas plus. On considère que ces outils doivent être utilisés par des personnes et des experts. On ne considère pas qu'on apporte 100% de la réponse. Alors, c'est un point important, le niveau de maturité qu'il est nécessaire d'avoir quand on utilise une solution d'attaque pass management. Ce niveau de maturité, vous le situez à quelle hauteur? Il est quand même assez, je dirais, de manière pas forcément très, très, très élevée, mais il faut quand même avoir un certain niveau de maturité. Tout à l'heure, il y avait un parallèle qui a été fait par rapport aux outils de SOC. Je pense que lorsqu'on est déjà dans une génération où on veut que le SOC soit proactif, mais pas uniquement qui couvre un maximum d'incidents, ce qui est la nature même du SOC. Moi, je viens aussi de ce domaine-là auparavant. L'apport sur la partie chemin d'attaque aide beaucoup, typiquement, les analyses de sécurité, les pentesters, voire ceux qui font du hunting, qui est pour ma part, je pense, un certain niveau de maturité.
Je pense pas que si on ouvre comme ça un outil, qu'on voit tous les chemins d'attaque et qu'on n'a pas cette capacité de le corréler avec la partie détection, on puisse comme ça du jour au lendemain naviguer sans se retrouver un peu perdu. Cyril, oui, justement, l'apport de l'attack pass management par rapport à d'autres disciplines? Alors, avant de répondre à toutes les disciplines, c'est par rapport au niveau de maturité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et nous, par rapport à l'aide de pouvoir faire une red team automatisée ou d'aider à se challenger par rapport à sa sécurité, si quelqu'un n'a pas mis un système de protection de type DLP pour exporter des fichiers dehors, c'est même pas la peine. On sait déjà que ça va sortir, on chiffre le fichier, on le sort et on va pouvoir sortir les numéros de compte bancaire sans souci. Donc les 3 étapes principales, en fait, c'est toujours les mêmes. C'est mettre en place des outils de sécurité. Il faut se faire aider par la techno. Il ne faut pas croire que les bonnes pratiques seront suffisantes. Il faut que la techno, et quand elle est disponible, l'utiliser. Faire 1 à 2, peut-être 2 pentests par an, c'est le minimum pour effectivement et mettre en place des scans de vulnérabilité, même si on sait que c'est une fuite en avant et qu'on ne pourra pas tout gérer. Et à partir de là, on peut commencer à se challenger et à s'auditer en disant, voilà, est-ce que par rapport à ce que j'ai mis en place, je suis contrôlé, je suis à l'image de ce que j'imagine. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas se mentir en disant, j'ai suivi le marketing, j'ai pris tous les bastions de sécurité les uns après les autres. Donc, j'ai mis le firewall, j'ai mis l'IPS, j'ai mis l'EDS, j'ai mis le SIEM, j'ai mis le SOC. Je suis peinard, j'ai répondu à toutes les cases. En fait, non, c'est ce que j'ai fait, est-ce que je l'ai bien fait, est-ce qu'il est en condition opérationnelle. Donc, nous, le niveau de maturité, c'est que si les gens font pas quelques pentests par an, font pas scan de vulnérabilité, c'est pas la peine de s'auto-attaquer, ça va passer. Donc, c'est même pas la peine, il faut pas se poser de questions. Et ma question, c'était justement comment l'attack pass management peut aider une red team ou comment on peut aider des pentesters, par exemple. Oui. Alors je continue, après je passerai le micro. Nous, typiquement, alors effectivement, ça correspond à un niveau de maturité pour des équipes. C'est que le SOC, en fait, on va aider à durcir le SOC. C'est-à-dire que le fait d'attaquer un SOC, donc première des choses, c'est que quand quelqu'un fournit un SOC, de pouvoir dire déjà qu'il s'audite de façon continue pour ses clients, pour vérifier qu'un tiers est en train de vérifier en continu son niveau de sécurité, c'est très très bien. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir le challenger au quotidien en vue de durcir les règles de détection. Parce que c'est pas magique, il faut mettre des règles derrière en disant j'ai des indices de compromission A, B et C, et en fonction de ces corrélations, je considère qu'il y a une attaque. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on aide les clients à durcir le niveau de protection, même pour les grands éditeurs, en disant voilà, par rapport aux attaques qu'on a pu générer, voici les fichiers. Alors c'est un peu technique Stix, quand vous allez pouvoir coller dans votre référentiel pour vous protéger. Mais l'idée, effectivement, c'est d'aider les équipes de SOC également à durcir leur niveau de détection. Donc, il n'y a pas que de bloquer, il faut aussi détecter. Après, je ne veux pas faire trop peur sur le niveau de maturité. Il ne faut pas être SOC 4e génération, 8e Dan pour pouvoir comprendre les chemins d'attaque. Les premières versions de ces outils sont forcément très techniques. Donc forcément, sinon, ça ne sert à rien. Si on n'a pas une explication technique, à partir de tel asset, je suis capable de faire une escalade de privilèges. À partir de tel autre asset, j'ai telle vulnérabilité. Et voici tout ce que permet la vulnérabilité. Donc oui, les premières versions sont très techniques et il faut avoir cette capacité. On fait évoluer, y compris en y rajoutant de l'IA explicative aussi, pas que sur la partie calcul, mais explicative pour faire en sorte qu'on ait 2 éléments. Qu'est-ce que fait réellement le chemin d'attaque, en bon français ou dans un langage naturel, et surtout le plan de rémédiation. Parce que si on n'a pas ça, ça sert à rien. Oui, on peut appeler l'expert, l'analyse de sécurité qui vient du SOC, qui sont 3 ou 4, qui sont niveau 3, mais on les a pas forcément sous la main. Et pour reboucler sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas forcément 25% d'augmentation d'équipe chaque année, il faut que ces outils permettent aussi de donner la réponse à « Ok, c'est bien beau de remonter tel chemin, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on va y rapporter un peu d'IA qui va permettre de contextualiser la réponse et l'explication, en fait, du chemin d'attaque pour dire, OK, dans cette étape 1, 2, 3 et 4, voilà ce qu'il faut faire. Souvent, ça retombe sur les bonnes pratiques. Néanmoins, l'important, c'est de le faire par rapport à des assets particulières et pas forcément de le faire sur l'ensemble de tous les assets parce que c'est pas forcément évident à faire. Par rapport à cette aide au fait de chemin d'attaque, que ce soit pour du red team au fait, ou des pentesting, donc là, en fait, eux se trouvent avec un outil qui va leur permettre d'identifier tous ces scénarios d'attaque qui font ça avant manuellement. Alors, je sais pas, même du hunting, c'est-à-dire du backpenty ou de la recherche de vulnérabilité classique, au fait.
Il y en a plein en fait qui vont essayer de chaîner par eux-mêmes en fait les vulnérabilités, mais grâce au fait aux outils des schémas d'attaque, même en temps réel ou d'une manière dynamique, on trouve une vulnérabilité, une deuxième, et puis l'outil en fait il est capable de faire cette prédiction pour dire voilà, cette première vulnérabilité elle est capable d'être chaînée par une autre pour mener en fait un bout de schéma d'attaque et ainsi de suite. Donc c'est quand même en fait des outils d'aide très précieux pour les Red Teams, pour valider au fait des scénarios d'attaque et se mettre vraiment à la peau de l'attaquant pour aller mener des exploits au fait par rapport à ces schémas qui sont identifiés a priori. Et là, au fait, il y a tout l'apport de l'intelligence artificielle. Je prends, en fait, alors justement, oui, j'allais vous y venir. Justement, votre algorithme repose sur une technologie de prédiction brevetée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ce qu'on faisait au fait dans CIBI avec Scuba, on a une démarche plutôt au fait de prédiction de schéma d'attaque, alors connus et non connus, même des schémas d'attaque au fait de type zero day. Et c'est ça au fait qui est quand même très avantageux, c'est qu'on est capable à partir d'un ensemble de vulnérabilités cartographiées, scannées par un outil de scan classique, de prédire toutes les séquences de vulnérabilités des schémas d'attaque exploitables par l'attaquant. Dans ce schéma d'attaque, au fait, on trouve des modèles d'attaque connus, c'est-à-dire des séquences qui étaient réalisées par des attaquants traditionnellement, mais également au fait de schémas d'attaque qui ne sont pas encore exploités par des attaques connues. Et c'est ça au fait qui devient proactif et intéressant parce que on va couper au fait les entrées, voir les points de passage obligés, les points de rebond en fait, parce qu'il n'y a pas que les points d'entrée. Je pense qu'on a beaucoup parlé au fait des points d'entrée sur les réseaux, sur la surface, au fait tout ce qui est périmétrique, mais au niveau de l'infrastructure, on peut avoir en fait des points de passage obligés, c'est-à-dire lorsque j'ai cartographie d'une manière proactive ou a priori mes schémas d'attaque, je vais identifier en fait des points de pivot qui sont des vulnérabilités partagées par plusieurs schémas d'attaque. Et lorsque en fait, je corrige ces vulnérabilités, ça me donne en fait un indicateur de priorisation, je suis capable en fait de copier des schémas d'attaque. Même si l'attaquant en fait il rentre par un moyen quelconque, malgré que je fais toute l'hygiène cyber, en fait, j'ai pris les guides d'ANSSI, je l'ai appliqué à la lettre de A à Z comme étant sacré, mais bon, l'erreur est humaine. On est capable, au fait, même au fait, grâce à cette technique de schéma d'attaque, de copier certains chemins aux attaquants. Il peut rentrer, il peut traverser, mais il ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire, au fait, les cibles ne sont pas atteintes. Et ça, c'est grâce à l'IA, au fait, qu'on a construit ça. Donc, l'IA, en fait, qu'on a développé dans CIBI, donc c'est une IA brevetée. Nous, en fait, ce qu'on fait, on prend les descriptions de vulnérabilité connues et à partir de ça, en fait, on est capable de les chaîner. Comment? Parce que on a un système IA, en fait, qui est capable d'analyser chaque vulnérabilité de manière très technique. Il est capable d'extraire, en fait, ces caractéristiques, notamment tout ce qui est cause et conséquence d'une vulnérabilité. Donc, on a des modules, en fait, IA qui comprennent en fait les modèles opératoires d'une vulnérabilité, comment elle est exploitée par l'attaquant. Et à partir de ça, on a un deuxième niveau d'IA qui va en fait faire deux chaînes. Donc, il va construire des graphes. Alors, c'est du combinatoire, hein, donc ça explose aussi rapidement. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on a géré dans notre moteur en fait IA. Mais après, en fait, on va faire des optimisations, de réduction en fait des schémas d'attaque pour garder seulement ce qui est pertinent. Juste pour compléter rapidement, on a fait un exemple au fait à l'époque lorsqu'on a travaillé sur le moteur de début. On a pris au fait les vulnérabilités du logiciel d'espionnage au fait Pegasus. Donc il utilisait au fait 3 vulnérabilités de 2016 qui étaient reconnues. Donc on a injecté au fait les 3 vulnérabilités de le moteur. On a trouvé au fait la chaîne d'exploits utilisée par Pegasus, mais on a trouvé au fait d'autres variantes, c'est-à-dire d'autres combinaisons de vulnérabilités qui permettent d'avoir au fait les mêmes exploits à la fin. Et c'est ça, au fait, qui est l'apport de l'IA. Donc, elle est capable de chaîner et aussi, au fait, entre guillemets, imaginer des schémas d'attaque, au fait, futurs qui ne sont pas encore réalisés par des attaquants. Et ça nous donne toujours, au fait, un point d'avance. C'est ça qu'on doit faire en cyber. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans l'action. À un moment donné, on doit dépasser, au fait, les attaquants. Il faut qu'on soit devant eux. Sinon, on est toujours derrière. Ça, c'est compliqué. Ouais. Bernard, Cyril, une réaction sur la place de l'IA? Juste pour Keysight, en fait, il n'y a pas d'IA à l'intérieur de l'outil qui est proposé. En fait, ce qu'on propose plus basiquement, c'est de dire il y a suffisamment d'attaques connues et qui sont déjà
accessibles, qu'on les met à disposition en fait pour que les gens en mode click button puissent se dire voilà, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de vérifier mon niveau de vulnérabilité. Donc, je clique sur un bouton, je lance une campagne d'attaque et en fonction du résultat qui a été donné, je vais pouvoir fournir la remédiation qu'il va falloir associer à cette attaque. Donc, l'idée, c'est effectivement de rajouter ou d'augmenter la capacité à faire entre deux pentests. Souvent, les sociétés en font 1 à 2 par an pour pouvoir se dire, je me challenge un peu plus souvent et je choisis en fait les vecteurs d'attaque que je veux utiliser. Donc, typiquement, est-ce que c'est les accès email parce que ma messagerie email n'a pas nettoyé, comme tout à l'heure, se dire, effectivement, ça devrait être nettoyé en amont, ou je vérifie que les accès depuis le cloud sont pas poreux. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir fournir à des gens qui n'ont pas l'expertise d'une Red Team ou d'une Blue Team un outil clic qui permet effectivement de reproduire des scénarios connus et des routes d'attaque pour effectivement s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Alors chez nous, l'IA, oui, elle existe même avant la partie LLM et la partie IA générative, tout simplement dans la partie analyse, machine learning et scoring, parce que lorsqu'on fait de la gestion de vulnérabilité au sens large du terme, à nouveau, je ne vais pas revenir sur tous les domaines, on fait forcément de l'analyse par les risques, et donc il faut du score, donc il faut du calcul et il faut de l'IA, on va dire, analytique, que je vais appeler traditionnelle. Ensuite, on a déjà intégré de l'IA générative sur la partie explicative. Comme je le disais tout à l'heure, sur 3 cas d'usage. Recherche. À partir du moment où j'ai énormément d'informations, il faut que je sois accompagné par un assistant qui me permet d'aller chercher cette information en langage naturel. Est-ce que j'ai des chemins d'attaque sur mes assets critiques qui touchent tel métier? Il faut que je puisse l'exprimer tel quel. Ensuite, la partie... donc recherche, la partie explicative, et ensuite évidemment ce que je disais tout à l'heure, le plan de rémédiation, il doit être contextuel, ça peut pas être juste toujours la même liste, c'est en fonction évidemment du chemin d'attaque que je vais avoir un plan de rémédiation qui est contextuel. Donc c'est comme ça qu'on a intégré entre autres les moteurs d'IA. On va bientôt prendre des questions du public et puis à la rigueur aussi de ceux qui sont connectés. Une dernière question, quelle est la typologie d'entreprises qui utilisent vos solutions, s'il y en a une? Alors chez Tenable, on a vraiment de tout type d'entreprise. Là, je parlerai vraiment de la plateforme Tenable One. On a aujourd'hui des sociétés de petite taille qui utilisent Tenable One, qui est le module, la plateforme d'agrégation qui comprend le module de gestion de chemin d'attaque, parce qu'ils sont en souffrance sur la partie équipe, justement. Souvent, en fait, ils viennent nous voir en disant « Ok, je vous connais sur la partie gestion de vulnérabilité, j'avais aussi la partie ALSI de Tenable AD, c'est bien que vous puissiez agréger les deux. » Donc ça, c'est la réponse Tenable One. Et dans cette plateforme-là, il y a la partie chemin d'attaque. Donc, il y a 2 types de topologies. Il y a vraiment ces petites entreprises dont le bénéfice d'avoir une plateforme d'agrégation, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les équipes derrière. Et après, il y a des très, très grosses entreprises qui, eux, sont plutôt dans une logique de rattacher ces besoins-là au SOC qu'ils opèrent pour avoir une approche proactive du SOC. Là, on est sur cette fameuse maturité qui est un peu plus élevée. Pour Keysight, en fait, il y a différents niveaux, vous l'avez vu tout à l'heure, de maturité et de capacité à faire. Donc, on passe souvent par des services managés lorsque, effectivement, le client n'est pas en capacité. Donc, il souscrit un service et quelqu'un le fait pour lui, à la fois sur des solutions SaaS ou on-prem, en fonction de son niveau de risque. Ensuite, quand vous avez PME, PMI, des gens qui sont en capacité de s'auto-diagnostiquer, ils vont pouvoir commencer à dire « j'utilise l'outil ». Et après, vous avez des grands groupes comme Thales qui va utiliser l'outil en tant que moteur de sollicitation pour pouvoir challenger des SOC clients et pouvoir essayer de les durcir, comme j'évoquais tout à l'heure. Mais souvent, si on est une petite société, qu'on n'a pas trop de capacité à comprendre effectivement ce que la Red Team ou la Blue Team pourrait conseiller, il faut plutôt passer par un service managé. Dès qu'on a un petit niveau de maturité, on peut se permettre d'utiliser la solution en mode clic-bouton. Abdelkader. Pour CB, en fait, c'est tout type d'entreprise qu'on cible. Des petites, des moyennes, en fait, ou même de petites structures. Notre solution, en fait, elle est en SaaS et en premise. Donc, en fonction de la criticité de l'environnement, on est capable de déployer, en fait, chez le client directement ou on a un accès, on leur donne accès, en fait, à la plateforme Scuba par du SaaS. On a aussi, en fait, si l'entreprise possède suffisamment d'expérience pour mener des scans des vulnérabilités, donc elle utilise, en fait, un scanner de commerce, tout ce qu'on trouve actuellement, qu'on est compatible avec, ou en fait on leur offre une solution packagée avec un scanner de VUN, plus au fait la partie cartographie de chemin d'attaque.
Donc, on a des clients de toute taille, au fait, en fonction de leurs besoins. La solution, au fait, est adaptée. On peut même passer par des services managés, des MSSP, pour avoir accès, au fait, à la solution, s'ils n'ont pas les moyens. Avant de passer aux questions de la salle, Cédric, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Bah non, j'ai exprimé mon point de vue. Mon point de vue, c'est que avant de sortir la grosse quincaillerie, on commence par faire le basique, et qu'aujourd'hui, le temps que mes ingénieurs passent à intégrer des outils de quincaillerie, ils ne le passent pas à faire du basique. Voilà, pour moi, l'équation, elle est simple, hein. C'est je m'occuperai de faire de l'outillage compliqué quand j'aurai terminé le basique. Pour l'instant, j'ai pas les moyens. Moyens humains s'entend, hein. D'accord. Bon, en tout cas, le message est clair de votre part. Merci beaucoup, Cédric. On va passer le micro à la salle et peut-être qu'il y aura des questions. Moi, je vais vous poser la première question, c'est toujours la plus dure à poser. Vous avez parlé justement de l'intérêt de l'attack path management par rapport à une entité, une entreprise, un hôpital. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut mettre ce système en place face à des systèmes complexes. On va prendre la ville intelligente, où on va avoir une quantité d'acteurs qui vont interagir. Est-ce qu'on peut concevoir un système d'APM pour une ville intelligente, un système en quelque sorte partagé? Et d'autres idées de système complexe, c'est la supply chain. Est-ce que finalement c'est une solution aussi aux attaques qui passent par la supply chain, ou finalement c'est peut-être le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant qui est la porte d'entrée de l'entreprise principale? Alors, qui veut se lancer? Bernard, peut-être ce micro pour Bernard. Oui, je vais à la limite faire la première réponse basique. En fait, le principe de la supply chain, c'est que c'est toujours le principe du maillon le plus faible. Donc, si vous interopérez avec des partenaires et qu'un de vos partenaires est faible sur son niveau de, on va dire, de capacité à contrôler les risques, vous vous exposez par son intermédiaire. Donc, bien souvent, en fait, on commence à avoir dans des opérations de fusion-acquisition, des gens qui vont challenger la sécurité du partenaire avec ses outils, le temps que les sociétés fusionnent, parce qu'effectivement, comme vous avez deux équipes qui doivent opérer et travailler ensemble, un peut amener des vulnérabilités pour l'autre, et en fait, par rapport à votre exemple de supply chain, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous allez opérer avec des partenaires technologiques, il va falloir pouvoir donner un niveau de garantie en disant, voilà, je me protège tel que je peux. Alors, bien souvent, les gens vont mettre en place des systèmes de détection et de réponse pour pouvoir rapidement arrêter s'il y a un problème, mais il faut plutôt être un peu proactif en disant, voilà, chers partenaires, est-ce que vous avez mis en place des modes, des opérations comme vous le faites pour une cyberassurance, où vous donnez en fait des preuves comme quoi vous avez fait les choses le plus correctement possible. Mais le risque, il est avéré, et tous les grands exemples sont liés à la supply chain, où effectivement, très en amont, sur le code généré, vous pouvez rentrer dans le système par une backdoor, entre guillemets. Bernard? Oui, je disais, c'est pour ça que chez Tenable, on prend en compte à la fois les outils sous-jacents, c'est-à-dire les scanners, les sondes sur la partie OT et l'équivalent sur la partie cloud et identité, et le cockpit qui va piloter le chemin d'attaque. Parce que, en fait, cette plateforme dont je parle, qui va récupérer ces données-là, elle n'existe pas si elle n'a pas les données sous-jacentes. Donc, c'est pour ça qu'on prend vraiment les deux. Donc, en gros, on a la quincaillerie, pour reprendre le terme, qui va prendre les informations, qui va aller collecter les vulnérabilités classiques avec Nessus, des scanners, etc., et sur tous les différents domaines technologiques, puisqu'on fait pas du tout la même chose qu'on est dans un réseau industriel avec les sondes d'OT, dans un cloud et avec un scanner de vulnérabilité. Mais l'important, c'est d'aller récupérer ces informations-là. Donc, d'abord, avoir la visibilité des assets. Ensuite, récupérer les vulnérabilités, mais cette fois-ci au sens large du terme, y compris les problèmes de configuration. Et enfin, mettre en exergue les problèmes qui peuvent être sous-jacents à ça, en liant en fait ces assets entre eux. C'est ça l'objectif. Maintenant, par rapport à la partie supply chain, entièrement d'accord. Aujourd'hui, nous, on traite ce sujet-là sur la partie identité. On considère aujourd'hui que l'un des vecteurs d'attaque principaux reste encore la partie identité, surtout avec un tiers, avec deux angles. L'angle des comptes qui sont créés dans l'Active Directory, qui sont utilisés par des tiers pour entrer dans un système d'information, ça c'est classique. Et le deuxième angle, c'est la partie cloud. C'est-à-dire que dans la partie cloud, il y a énormément de fédérations d'identités
utilisée avec des tiers, qui fait que si on a mal protégé cette partie-là, eh bien, on fédère une identité vers des assets cloud qui font partie de la société et qui ont forcément des mauvais chemins et des mauvaises configurations. Voilà comment on traite les deux. On va pas jusqu'au code, c'est pas notre métier. On reste dans le métier initial de Tenable qui est l'infra, au sens maintenant étendu du terme. Mais on traite une partie, je dis pas à 100%, du problème de supply chain via la partie identité. Abdelkader, vous vouliez réagir? Un petit complément donc, par rapport à ce qui a été dit. Nous, dans CB, en fait, pour ce genre de système très complexe où il y a plein d'acteurs, plein d'éléments, plein d'assets, au fait, sans commande à nos clients par rapport à l'attaque path management, au fait, déjà de gérer ça par des silos. Donc, on va identifier au fait, du chemin d'attaque par silo par rapport à leur système. Alors, pourquoi? Parce que si on se trouve avec un nombre important, considérable au fait des schémas d'attaque, ça devient aussi compliqué à gérer. Donc, on est sur de l'outil d'aide. On ne va pas non plus au fait, les noyer sur de milliers, voire des dizaines de milliers au fait, de schémas d'attaque. Parce que bon, c'est aussi ça peut devenir au fait, vite un problème. Donc, on travaille plutôt en silo. On est capable au fait, d'identifier par zone quels sont les schémas d'attaque de l'attaquant par rapport à sa criticité, par rapport aussi à la criticité des équipements qui sont dedans, des assets. Alors, on collecte de l'information, hein, donc sûrement, en fait, on est des outils qui se basent, ou notre outil, en fait, il se base sur de l'information traditionnelle comme le vulnérabilité existante, la topologie, les configurations. On collecte d'une manière passive, on n'a pas des agents, hein, donc on ne déploie pas, en fait, les agences de l'infrastructure. On collecte ces informations. Par silo, on est capable, au fait, d'identifier des schémas d'attaque. Après, au fait, on est capable d'agréger plusieurs scans pour arriver au fait à un vue d'ensemble ou un vue plus haut dans lesquels au fait il n'y a que le schéma d'attaque les plus pertinents entre ces différentes zones. Et ça devient très important. Alors par rapport au supply chain, nous on ne fait pas de l'analyse de code non plus, donc on utilise au fait les vulnérabilités remontées par des scanners. Si un outil de scan au fait il est capable de nous dire dans tel logiciel ou dans tel code, au fait, il y a telle vulnérabilité, ça rentre automatiquement dans la construction des schémas d'attaque. On donne même la possibilité, au fait, à l'opérateur d'introduire par lui-même, au fait, une vulnérabilité hypothétique. Donc, il suppose que tel code, au fait, tel logiciel contient telle vulnérabilité. Il injecte ça dans le moteur. Et le moteur, en fait, il va le prédire de schéma d'attaque par rapport à cette vulnérabilité hypothétique. Et ça, en fait, c'est une démarche d'analyse des risques. Imaginez, voilà, j'ai un fournisseur, j'ai un sous-traitant. Je peux dire, au fait, que son logiciel, je ne lui fais pas confiance. Je sais qu'il peut y avoir une vulnérabilité des types escalade des privilèges ou exécution des codes. J'introduis ça dans le moteur. Même, en fait, la vulnérabilité n'existe pas. Et ça me donne déjà un indicateur. L'attaquant, à partir de ce point d'entrée, qui est peut-être un sous-traitant ou en fait, un point extérieur, comment il peut remonter au fait, dans mon système et atteindre une certaine cible. Et toujours, au fait, on est toujours dans une démarche au fait, d'analyse des risques et de proactif. Et ça, toujours, au fait, qui est intéressant pour une équipe de cybersécurité, qu'on est dans cette démarche proactive. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être sur en distanciel. En distanciel, a priori, non. Alors moi j'avais une question pour vous, Abdelkader. C'était comment, justement, vous avez parlé d'enrichir, notamment avec des données de contexte sur les assets. Est-ce que vous pourriez développer ce point-là? En fait, alors, dans notre démarche fait, de construction de schéma d'attaque, on part de la vulnérabilité. Donc ça, c'est l'élément en fait, élémentaire, le point de base à partir de lesquels l'IA, en fait, il va travailler, extraire les caractéristiques, les causes, les conséquences. À partir de ça, en fait, il va faire de la prédiction pour dire telle vulnérabilité et chiner, en fait, avec une autre. Mais on rajoute, en fait, également d'autres éléments de contexte, typiquement, en fait, la criticité au sens de score comme les KV, qui est, en fait, est-ce que la vulnérabilité est exploitée actuellement par des attaquants, donc c'est de la cyber-threat intelligence. On rajoute au fait des scores de type PSS, quelle est la probabilité au fait d'exploitation d'une vulnérabilité quelconque. On rajoute aussi les frameworks MITRE, au fait la TTCK, parce que c'est quand même un standard qui donne
on donne les grandes lignes, en fait, les tactiques, les techniques des attaquants. Donc ça, en fait, on les map sur les schémas d'attaque qu'on a travaillé. Donc tout ce enregistrement, en fait, enrichissement, ça permet, en fait, de donner une certaine pertinence, une certaine réalité, en fait, au schéma d'attaque trouvé par l'IA. Et à partir de ça, en fait, on donne plus de confiance aussi à ces schémas d'attaque. Lorsqu'on va proposer ça, en fait, à l'utilisateur, à l'opérateur, il peut également même voir le schéma d'attaque mappé, en fait, sur les tactiques et les techniques mitres. C'est-à-dire, un schéma d'attaque prédit sur l'ensemble des vulnérabilités. Je peux voir, en fait, quel est l'initial access. Après, il y a de la reconnaissance. Il peut y avoir, en fait, le chargement d'un payload, des mouvements latéraux, jusqu'à l'impact, en fait. Et pour chaque tactique, je peux avoir, en fait, les techniques sous-jacentes. Et ça donne, en fait, déjà une vue détaillée et précise, en fait, des techniques de ce schéma d'attaque. On n'est pas que sur une séquence des vulnérabilités, on entre complètement dans la démarche d'un attaquant grâce à cet enrichissement, en fait, par des informations complémentaires à la vulnérabilité elle-même, parce que la vulnérabilité, généralement, c'est un peu brut, quoi. C'est juste une description textuelle d'une faille logicielle ou un problème de configuration quelque part, mais elle n'est pas suffisamment riche, au fait, pour après devenir un schéma d'attaque complet, très réaliste et proche, au fait, de celui exploitable par l'attaquant. Bernard, ouais. Oui, le contexte est essentiel. Deux types de contexte, un contexte technique et un contexte métier. Sur la plateforme Tenable One, il y a évidemment la possibilité de taguer les assets, déjà pour y apporter le contexte métier. Sur le contexte technique, comme je le disais tout à l'heure, donc on a 4 outils Tenable qui vont rassembler en fait leurs données dans la plateforme, dans le data lake. On prévoit aussi d'ouvrir la plateforme à des outils tiers, parce qu'on n'a pas prétention chez Tenable d'être capable de tout connaître en termes d'assets. On va uniquement connaître les assets qu'on va découvrir au travers des scans, au travers de la partie cloud, OT et l'Active Directory, mais il peut y avoir des outils tiers qui peuvent nous intéresser, entre autres les outils de XDR, qui eux-mêmes ont des agents qui sont déployés. Certaines assets, certains endpoints vont avoir ces agents-là, et ça nous intéresse d'avoir cette visibilité. Donc, on va compléter, je dirais, la visibilité et les problèmes de configuration par une partie d'outils qu'on n'a pas forcément nous, qu'on compte pas avoir, parce que notre métier reste la prévention, l'exposition cyber. On reste sur une approche centrée sur ce qu'on sait faire depuis 25 ans. Néanmoins, on est tout à fait conscient qu'il faut être capable d'enrichir techniquement et avec des données métiers également. Cyril. Juste pour compléter, effectivement, dans cette politique métier, en fait, par défaut, l'outil, vous l'avez compris, on map le MITRE ATT&CK Framework, donc il est déjà dans l'outil, et c'est nos équipes de Threat Intelligence qui ont mis à disposition ces attaques pour pouvoir les utiliser simplement. Et en fait, on donne la capacité également, parce qu'en fait, souvent par métier, donc ce qu'on appelle les IOC, les indices de compromission par domaine, adresse IP ou fichier H, à certains clients en disant, par exemple, le monde hospitalier, il sait qu'il est vulnérable sur tel type d'attaque, de pouvoir importer de la threat intelligence externe en disant, voilà, je voudrais me challenger sur ma ligne métier spécifique. Donc là, il y a 10 000 vulnérabilités mises à disposition dans l'outil, mais je voudrais me focaliser sur celle-ci parce que c'est celles qui sont en ce moment actives dans le monde hospitalier. Et on a exactement le même mécanisme avec les service providers qui, lorsqu'un client est attaqué, donc j'ai n'importe quoi, client Rangina qui est attaqué, et que vous managez également Coca-Cola, vous dites ce même type d'attaque, je vais essayer de le tester sur l'instance Coca-Cola pour effectivement, parce que 9 fois sur 10, ce sont les mêmes schémas d'attaque ou des morceaux d'attaque qui sont répliqués ou utilisés par d'autres, parce que 9 fois sur 10, c'est vendu sur des plateformes où vous avez l'accès initial et l'ensemble de la séquence d'attaque, elle est par petits bouts. Donc, les gens reprennent et vous avez même des attaques qui ont 4-5 ans, qui sont réutilisés parce que une partie du schéma est utilisée par les attaquants et reprise avec des variantes ou des formes différentes. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le référentiel à des lignes métiers en disant voilà, j'ai une threat intelligence particulière, je veux pouvoir en profiter pour pouvoir mettre au bénéfice de mon entreprise. Alors avant de passer au mot de conclusion, je refais un tour vers la salle pour savoir s'il y a une autre question. Ah, monsieur là-bas, monsieur aussi, 2 questions a priori. Le micro arrive. Pardon. Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes ces présentations. J'avais une question ou une interrogation. Est-ce qu'en fait, vos outils sont pas le meilleur outil pour un attaquant pour découvrir rapidement les vulnérabilités chez un client et attaquer une organisation quelle qu'elle soit? Alors, qui veut répondre? La question est pour qui? Elle est pour l'Assemblée, en fait. Alors, Pour celui qui veut. Pour ouvrir le débat. En fait, dans notre cas, et vous l'avez compris, on réplique ce que pourrait faire une Red Team, mais en fait, pour une raison bien simple, hein, tout à l'heure, on parlait du MitraTrack Framework, tout est documenté. Et tous les matins, vous avez toutes les sociétés de sécurité qui mettent à disposition ce qu'elles ont découvert, parce qu'en fait, le challenge pour elles, c'est de montrer qu'elles sont compétentes, parce qu'elles ont une threat intelligence qui a trouvé dans le honeypot qui est mis quelque part que tel attaquant est en train de faire quelque chose. Donc, il y a un double effet. Il y a l'effet de dire, je montre que j'ai une équipe de threat intelligence, donc je montre qu'il y a des nouvelles vulnérabilités qui ont été trouvées, donc du coup, je le publie. Mais vous le publiez à la fois pour des futures attaques et pour des futures défenses. C'est pour ça que souvent, lorsqu'il y a des 0 day, il y a, on va dire, une petite période où ça va être communiqué en amont pour pouvoir protéger. Mais une fois que la semaine elle est passée, tout le monde peut l'utiliser. Donc effectivement, c'est public. Et encore une fois, vous pouvez avoir des bonnes pratiques, le bon guide des pratiques. Par contre, si vous, à un moment, face à cette foultitude de risques, il faut potentiellement pouvoir s'outiller pour pouvoir vérifier que dans notre cas, on n'est pas amené à être risqué. Mais pour moi, effectivement, il y a autant de risques à la fois pour l'attaquant que pour le défenseur. Et de la même façon, sans aller plus loin, une intelligence artificielle serait en capacité de fabriquer un nouveau variant pour fabriquer une nouvelle attaque. Donc le monde de demain, c'est une intelligence artificielle d'attaque face à une intelligence artificielle de défense. La question est très pertinente. Merci. Si on prend l'exemple typique de l'Active Directory, il existe aujourd'hui des outils pour attaquants qui permettent de visualiser un graphe de chemin d'attaque sur l'Active Directory. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que ces outils qu'on développe, pour nous tous, ont été designés pour celui qui défend. Ça veut dire que c'est pas uniquement pour remonter juste la partie technique. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai expliqué la partie explicative est très importante. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre et pas forcément ce qu'il faut faire pour attaquer. Alors certes, la vue est croisée, mais la réponse est sensiblement différente. C'est-à-dire que derrière, vous avez tout un certain nombre de points qui sont les points explicatifs. Ce que n'a pas forcément l'attaquant, c'est la capacité de comprendre le contexte complet qui est le vôtre en tant que métier. Il va cibler peut-être une partie, peut-être que vous voulez protéger d'autres parties. Donc c'est important d'avoir je reviens sur cette notion de cartographie, qui est vraiment dans la logique de celui qui défend. Maintenant, les outils de sécurité peuvent être aussi détournés. Je prends l'exemple de Lapsus, qui est un groupe de ransomware qui a attaqué plusieurs sociétés, dont Uber. Dans leur mode opératoire, ils utilisent ce qu'on appelle les insiders. Dans 2 cas, alors Uber, je suis pas sûr que ce soit à 100% ce cas-là, mais je suis quasiment sûr. C'est quelqu'un qui a eu accès au rapport des vulnérabilités, sans passer par un outil de chemin d'attaque, qui a fait un dump des dernières vulnérabilités de l'outil de gestion de vulnérabilité interne. D'accord, ça c'est un problème d'accès, c'est surtout un problème d'insider. Donc oui, il faut que ces outils soient mis dans les bonnes mains, soient protégés également en termes d'accès. On revient au basique sur le fait que ce sont des outils de sécurité qui remontent des informations, comme les outils de gestion de vulnérabilité aujourd'hui doivent être protégés. Bien ces outils-là qui apportent encore des notions encore plus avancées, mais qui sont dans l'extension des outils de gestion de vulnérabilité. Il y a d'autres cas qui ont montré qu'ils peuvent être détournés. C'est pas l'objet au départ, mais en tous les cas, ils sont quand même designés pour les gens qui défendent et pas pour les gens qui attaquent. Abdelkader, et si Cédric, vous voulez réagir, n'hésitez pas, bien évidemment. Abdelkader, vous voulez... Oui, juste pour compléter au fait, par rapport à la réponse, nos outils au fait, sont conçus pour la défense. C'est ça, au fait, la différence. Donc, alors, juste pour l'anecdote, mais j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on a voulu breveter au fait, l'IA de notre outil au fait, à l'époque, on est allé au cabinet des brevets, on a présenté les projets, il nous a regardé et puis nous a dit « Vous voulez breveter un moteur d'attaque ?» C'était un peu compliqué parce qu'en fait, il a compris, c'est vrai, lorsqu'on regarde de loin, en fait, ça, on est en train de construire des outils qui sont capables, au fait, d'identifier des schémas d'attaque. Donc forcément, on peut imaginer que nos outils, au fait, ils sont capables d'être utilisés par des attaquants, de mener des attaques. Mais nous, en fait, non, on est plutôt dans la démarche, au fait, défensive, c'est-à-dire nos outils, ils vont donner, au fait, aux équipes de cybersécurité ce qu'un attaquant, en fait, est capable de faire pour se protéger.
pour éviter en fait, les attaques. En tout cas, on a besoin de ça parce que sinon, on ne peut pas savoir, en fait, j'ai l'ensemble des vulnérabilités connues. Ça, l'attaquant, en fait, il n'est pas facilement. Parce que nos outils, quand même, en fait, ils sont capables de scanner, identifier, en fait, l'ensemble des vulnérabilités disponibles sur l'infrastructure. Donc, on est un peu en avance, en fait, par rapport à eux. Un attaquant qui va tout scanner, tout trouver, sauf s'il a un accès privilégié, je sais pas, d'une façon ou d'une autre, c'est très rare, en fait. C'est-à-dire, voilà, il accède à tout, il trouve tout. Nous, en fait, on a l'avantage d'avoir toute cette connaissance, en fait, complète de l'infrastructure de vulnérabilité pour trouver des schémas d'attaque. Et avec ça, on est capable, en fait, d'appliquer la défense nécessaire qui est derrière. Donc, c'est vrai, en fait, on est dans la peau de l'attaquant, mais d'une manière, en fait, plutôt défensive. Alors Cyril voulait réagir. Cédric, si vous voulez réagir, n'hésitez pas également. Juste donner un dernier exemple. Donc tout à l'heure, en préambule, je disais qu'effectivement, on aide les acteurs de la sécurité également. En fait, on aide par exemple à simuler des attaques DDoS. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a des partenariats avec Microsoft en se disant, bah voilà, si aujourd'hui vous voulez sur votre instance qui est dans le cloud monter un niveau de DDoS pour vérifier que vous seriez protégé avec les JO qui arrivent, etc. Donc on est obligé de se mettre en future situation réelle. Donc il y a des choses qu'on peut faire en lab et il y a des choses qu'on est obligé de faire en live. Donc typiquement, on est obligé de fournir l'outil. Alors, effectivement, on prévient tout le monde, mais lorsqu'on voulait faire une attaque DDoS de prévention, vous êtes obligé de le faire de façon réelle. Mais effectivement, il ne faut pas que ça tombe dans les mains malveillantes. Alors, je ne sais pas si Cédric est toujours connecté. En tout cas, il y a une autre question, monsieur. Je suis toujours là. Bonjour, je suis un jeune étudiant et je voulais savoir pourquoi Tenable et Cybi, vous êtes tourné vers l'IA alors que Keysight n'a pas utilisé ça, utilisait plus le management sur les attaques path management du coup. Je vais essayer de faire une réponse assez courte. Il faut savoir que la plupart des attaquants aujourd'hui utilisent de l'IA. Enfin, une bonne partie aujourd'hui a commencé à le faire. C'est posé la question il y a quelques temps. Alors, d'abord, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA pré-LLM et l'IA post-LLM, pour être clair. L'IA pré-LLM, c'est tout ce qui est machine learning, analyse comportementale, etc. Que la plupart des outils de sécurité, depuis très longtemps, utilisent déjà de l'IA sur la partie analytique, c'est-à-dire sur de la donnée. Je vais essayer de trouver, remonter les scores. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. La vraie question se pose sur les nouveaux types d'IA. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a des attaquants qui l'utilisent pour accélérer leur développement. On en parlait tout à l'heure juste en aparté avant de démarrer. Et donc vont plus vite également pour pouvoir analyser des réseaux existants. Ils utilisent aujourd'hui des outils, il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Donc la question s'est posée il y a quelque temps, oui ou non de l'IA dans la partie défense. En fait, la réponse est arrivée très très vite, c'est oui, parce que à partir du moment où les attaquants commencent à l'utiliser, ils vont aller plus vite, il faut aussi qu'on soit armé pour aller plus vite. C'est pas plus compliqué que ça. L'IA est un assistant, reste un assistant, d'accord ? Il permet tout simplement d'aller plus vite. Tout simplement parce que les attaquants le font également. Alors, pour Cybi, au fait, pourquoi l'IA ? Alors, historiquement, on connaît aussi des travaux de recherche qu'on a menés pendant une dizaine d'années sur de l'apprentissage automatique, sur de l'IA, en fait, en cybersécurité. Et à l'époque, en fait, on a démarré nos travaux de recherche à partir de lesquels on a construit, en fait, la solution actuelle Scuba qui est de Cybi. On s'est trouvé, en fait, face à une masse de données gigantesque. Typiquement, j'expliquais en fait, à un moment donné comment notre IA est capable d'interpréter une vulnérabilité. C'est pas facile. Il faut un algorithme en fait, qui est capable de comprendre le sens de chaque vulnérabilité, extraire de l'information utile, c'est-à-dire la caractéristique de la vulnérabilité d'un point de vue cyber. On peut faire ça manuellement. On a à peu près 120 000 ou 160 000 vulnérabilités connues. Si je les prends une comme ça, une par une, j'essaie de les analyser, il me faut un temps gigantesque. Il me faut en fait des équipes, des experts que je ne trouverai jamais. Et là, en fait, l'IA intervient. Elle devient en fait une solution. L'IA, en fait, c'est pas un outil magique. Hein. Donc, c'est un outil, en fait, tout simplement, qui est capable, en fait, lorsqu'il est bien nourri, avec de données de qualité, lorsqu'en fait, il est bien paramétré, des algorithmes sont bien construits, ils sont maîtrisés aussi.
on ne veut pas n'importe quoi. C'est-à-dire, si je ne connais pas comment ça marche, ça ne sert à rien d'aller s'aventurer. Il faut vraiment faire une certaine maîtrise. Et lorsque tous ces ingrédients en fait, sont prêts, je suis capable de leur fournir la donnée. Et lorsque je lui donne après une vulnérabilité, elle est capable au fait, de l'analyser et extraire l'information qui est utile avec. Donc, c'est un choix en fait, technologique qui devient de plus en plus pertinent parce qu'on est face à de masses de données en fait, énormes. Typiquement, l'IA au fait, qu'on a construit dans Scuba, elle était nourrie par quelques milliards de documents de cybersécurité pour qu'elle soit capable au fait, d'interpréter une vulnérabilité et extraire les informations utiles à partir de la description des vulnérabilités. Donc ça, en fait, des algorithmes classiques, statistiques traditionnels, ne sont pas capables au fait, de traiter cette grosse masse au fait, de données. Et c'est ça, au fait, l'IA qui apporte une réponse. Donc c'est des LED, au fait. En plus, Bernard l'a mentionné, les attaquants, on l'utilise de plus en plus maintenant. Ils sont de plus en plus outillés avec l'IA. Par exemple, si je prends le phishing, au fait, maintenant, ils ont des kits au fait, basés de l'IA. Ben, il faut passer par des ChatGPT ou du LLM au fait, pour générer des mails très sophistiqués. C'est un exemple. Hein. Après, ils ont plein en fait, d'outils basés sur l'IA, même basiques, pour mener leurs attaques. Sinon, en fait, on n'utilise pas l'IA pour la partie défense et protection. Ben, on restera toujours en retard et après, on sera toujours sur la menace. Donc, il faut vraiment en fait, aller chercher l'IA pour certaines tâches pour qu'on puisse au fait, avoir de l'avance et des réponses au fait, aux attaques avant qu'elles soient réalisées par les attaquants. Cyril? Juste pour finir, effectivement, parce que voilà. Donc, il y a, en fait, il faut poser sur le sujet sur quand on demande à un DSI ou un RSSI quel est son niveau de qualité, jusqu'à ce qu'il se soit fait percer, il est parfait. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'aider les clients à avoir un niveau de qualité, en disant, bah voilà, à partir du moment, alors, je vous l'ai dit, on vient d'HP, donc des outils de mesure et de test. L'idée, c'est de pouvoir se dire, si je prends en place et que je profite des mécanismes d'automatisation d'attaque et que je peux les faire de façon régulière, je peux commencer à dire, bah voilà, j'ai un ensemble de 10 000 scripts que je vais exécuter une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, tous les jours, et je vais avoir mon niveau de qualité. Et je vais pouvoir dire à ma direction, aujourd'hui, mon niveau de qualité, il est de 95. Si je mets en place un DLP, je vais pouvoir monter à un niveau supérieur. Si je mets un XDR, je vais pouvoir monter à un niveau supérieur. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez la sécurité des attaques connues et les nouvelles qui arrivent tous les jours. Et donc, l'idée, vous devez mettre en place, entre guillemets, votre tableau de bord de qualité en disant, bah, il s'est rien passé. Et bien sûr, bah, toutes les nuits, il y a des modifications, des équipes d'intervention, vous changez les fichiers de configuration, on met en place un nouveau logiciel, on ouvre de nouvelles routes, il y a des gens qui quittent la société, qui rentrent, qui sortent. Si vous voulez avoir un niveau de qualité, il faut que votre outil de mesure soit le même. Donc nous, on n'est pas sur le proactif de l'IA, on est sur le proactif de je lance des attaques de façon régulière pour pouvoir effectivement me benchmarker d'une semaine sur l'autre. Ça vous va ? On va passer au mot de conclusion. Je ne sais pas, Cédric, si vous êtes toujours connecté. On peut d'un mot conclure cette table ronde. Cyril? Oui, Cédric, vous êtes connecté? Oui, je suis là. Voilà, allez-y, je vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend très bien. Écoutez, moi, je suis extérieur à ce débat puisque je ne fais pas partie ni des clients ni des fournisseurs. Par contre, je vais juste vous donner un exemple qui s'est passé récemment. Un organisme étatique dont je n'ai pas le droit de vous donner le nom a réalisé un test de robustesse des messageries dans une partie des administrations françaises. Les administrations en question sont clients d'à peu près tout ce qui existe comme outil de protection de messagerie. Et si vous allez au FIC, vous verrez des stands de tous ces fournisseurs qui sont présents là. La totalité des produits en question se sont fait littéralement défoncer. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous explique qu'on fait de l'heuristique, du machine learning, pour certains de l'IA. La totalité des produits dont je ne vous dirai pas les noms évidemment, mais vous voyez à qui je fais référence, la totalité des produits se sont fait défoncer. Et donc globalement, la débauche technologique est un échec en matière de cyber. Et là, on tente de m'expliquer qu'il faut encore plus de technologie. Ben, je suis désolé, mais j'y crois pas. Alors, je vais profiter parce que là, ce que vous venez de dire, c'est pour abonder dans notre sens, dans le sens où, effectivement, il faut contrôler. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, ces acteurs de messagerie, on va les challenger et on va essayer d'aider à trouver les failles et pouvoir les corriger. Donc, moi, ma recommandation, c'est
quand les gens ont commencé à mettre en place des outils de sécurité, c'est d'essayer d'avoir une démarche et de profiter de l'automatisation et du côté proactif en se disant, je n'ai pas à Waterman une grosse équipe cyber ou des gens qui ont une expertise. Sachez qu'il y a des outils qui ont mis en place des mécanismes d'automatisation de la sécurité. Et l'idée, c'est pour reprendre le château fort ou la maison, on vérifie, quand on quitte sa maison, on clique sur la poignée, vous voyez, pour vérifier que c'est bien fermé. Ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de toute la maison, des fenêtres, etc. Et ça très, très régulièrement, le plus souvent possible, pour s'assurer que, on s'est protégé, on a réduit sa surface d'attaque. Par contre, il y a des attaques tous les jours, donc il faut de toute façon enrichir son référentiel de test. Donc, notre recommandation, c'est continuer à avoir des outils de détection et de remédiation pour réagir rapidement et pas perdre votre capital société. Par contre, si vous pouvez anticiper des problèmes, faites-le dans la mesure du possible, des outils existent. Bernard, en un mot également, la conclusion. Oui, bien sûr. Je comprends l'analogie sur la partie détection. Moi, celle que je donne souvent, c'est que quand je pars de chez moi, je mets le système d'alarme. Je connais personne qui ferme pas la porte parce qu'on a mis le système d'alarme. On est ici dans la logique de prévention. Donc, notre avance technologique, je pense qu'on va pas essayer de l'arrêter. Je pense qu'heureusement qu'on a aussi des chercheurs qui permettent de comprendre et d'apporter des nouveaux outils. À nouveau, je répète que l'outil ne fait que la moitié du travail et que si on n'a pas les hommes derrière, les équipes, les démarches, les bonnes pratiques, ça ne sert à rien. Néanmoins, c'est vrai qu'ici, aujourd'hui, on a parlé surtout de prévention parce que c'est ça, en fait, le métier qu'on a représenté tous les trois. Et donc, c'est une nouvelle approche qui permet d'apporter, je dirais, quelque part, une nouvelle visibilité. En effet, peut-être que on n'ira pas demain matin, mais peut-être après-demain. Le fait est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord que la gestion de vulnérabilité a apporté énormément dans la capacité de réduire la surface d'attaque. Il faut aller voir un peu plus large parce qu'une CVE, ça suffit pas. Je donnerai juste un exemple qui est extrêmement frais. Je pense que vous avez tous entendu parler de la vulnérabilité autour des solutions Ivanti, qui est sortie il y a fin janvier à peu près. Il faut appliquer le patch. Mais en fait, Orange Cyberdéfense a fait une recherche qui est sortie la semaine dernière. Il y a une backdoor qui a été déployée. En même temps, ça me permet juste d'apporter aussi un élément de conclusion qui est aussi du partage d'informations et de la veille au sens vulnérabilité. Il y a une backdoor qui a été déployée par un groupe d'attaquants. Donc, ça veut dire que même si vous appliquez le patch, ça suffit pas. Il faut éteindre, réinstaller totalement l'équipement et ensuite appliquer le patch. C'est juste une bonne pratique. C'est juste pour vous dire à nouveau qu'on est vraiment dans cette logique de prévention et d'un élément complémentaire ou supplémentaire aujourd'hui. Abdelkader également. Alors, en conclusion, je reprends l'exemple, le fait qu'il a donné M. Carto par rapport à la robustesse de ces outils au fait de protection de messagerie. Ça va dans notre sens, au fait, parce que là, on est encore sur des outils au fait des réactions. Qu'ils ont tous au fait des faiblesses. Moi, ça ne me surprend pas qu'ils le chauffent au fait à des tests de robustesse et puis bon, qui se cassent un peu la gueule face au fait à des charges peut-être un peu sophistiquées qui sont pas dans leur base au fait de connaissances, qui n'ont pas de règles au fait pour ce genre de protection. C'est tout à fait normal au fait. Si on prend les EDR, on fait un test de robustesse. Je suis curieux de savoir au fait quel est le pourcentage de succès au fait de ces EDR. Et c'est pour ça au fait qu'il est très important maintenant d'aller chercher au fait des technologies de type prévention et proactif pour au fait avoir de l'avance par rapport aux attaquants. Les systèmes de réaction au fait, c'est important, ça les protège au mieux par rapport au fait à certains patterns connus ou des charges connues. Il y a des progrès technologiques qui étaient réalisés en cybersécurité par rapport à ces solutions depuis longtemps. Il y a en fait des solutions de très bonne qualité, d'autres moins. Bon, ça dépend en fait. Voilà, c'est de la machine learning, de l'intelligence artificielle dans les EDS, dans les EDR, dans le système de protection des mails, l'Active Directory. Ça vaut ce que ça vaut. Ils ont beaucoup d'intérêt, ça nous protège. Mais maintenant, en fait, cette nouvelle vague au fait technologique, je pense que nos trois entreprises au fait apportent, c'est la prévention. C'est-à-dire, on va avoir de l'avance. On sait que peut-être mon système de protection de messagerie, il peut être défaillant. Dans cette situation, en fait, je suis capable de se projeter sur un schéma d'attaque à partir de cette défaillance, en fait, dans mon système de messagerie. Et là, en fait, j'apporte les contre-mesures
et les protections. Même si l'attaquant il casse au fait mon système de protection de messagerie, je suis capable de savoir où il est capable d'aller au fait. Est-ce qu'il va juste se limiter au serveur des messageries ou il peut atteindre au fait ma chaîne de production ou au fait mon bloc opératoire dans un hôpital. Et il a au fait ce qu'on appelle la prévention, la démarche au fait proactive, qui moi je pense c'est notre au fait, c'est l'avenir au fait de la cybersécurité et qu'on rentre au fait dans cette nouvelle démarche grâce à l'IA qui va nous aider. Forcément, c'est un outil d'aide au fait l'IA dans cette situation. Très bien. Merci aux personnes dans la salle, merci aux personnes connectées, merci à nos 4 intervenants, Cédric, Cyril, Bernard, Abdelkader, et à très bientôt pour un autre petit déjeuner. Eh bien, merci à vous d'avoir animé cette table ronde, d'être intervenu dans cette table ronde, qui était tout à fait passionnante, et j'ai trouvé que vous avez exprimé en termes simples quelque chose qui est finalement complexe. Et on a bien compris combien cette attack pass management pouvait jouer dans le domaine de la prévention. Le rôle de l'intelligence artificielle, c'est pas simplement celle qu'on utilise nous à notre profit, mais c'est aussi celle que l'adversaire utilise à son profit. Et donc aujourd'hui, c'est une bataille effectivement IA contre IA. Et puis j'ai noté que si la notion de maison, de château était tout à fait appropriée, au-dessus des maisons, des châteaux, il y a des nuages, et donc il faut s'intéresser aussi au cloud avec l'exportation massive de nos données, mais aussi l'externalisation de la plupart des actions qu'on peut mener dans une entreprise, dans une entité. En tout cas, merci à tous les 4, puisque j'associe Cédric Carto depuis Nantes, et puis bien sûr, merci à Fabrice Debloc qui a animé ce petit déjeuner. On vous donne rendez-vous le 26, 27, 28 mars prochain à Lille pour notre forum InCyber. Sachez que pour s'inscrire, c'est simple, il suffit d'aller sur europe.forum-incyber.com. Pourquoi on met Europe d'abord? Parce que nous savons maintenant que nous avons aussi le forum InCyber Nord-Amérique. Et donc, si vous prenez Europe en premier, eh bien, vous irez directement sur le site d'inscription et sur le programme. Et vous verrez que c'est un programme tout à fait exceptionnel avec au cœur des réflexions l'intelligence artificielle. Voilà, chers amis, merci d'être venus nombreux ce matin en présentiel, mais aussi derrière vos écrans. Et on espère que derrière vos écrans, vous avez aussi profité, comme nous, du savoir de nos amis. À très bientôt au FIC à Lille pour ce forum qui va être encore une année exceptionnelle. Voilà, merci.